Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Le mois de janvier, c'est le moment des résolutions, mais aussi des prévisions pour le reste de l'année. Il y a quelques jours, nous avons donc consacré 4 épisodes aux grands événements qui vont marquer 2024. Nous évoquions bien sûr les JO, les élections européennes ou encore le choix du prochain président américain. Cet exercice d'anticipation, le service Monde de l'Express s'y est également prêté. De nombreux journalistes de la rédaction à Paris, ainsi que nos correspondants à travers le monde, ont été mobilisés. Et le résultat, ce sont 12 pages découpées par zone géographique, accompagnées de cartes et d'interviews. Les 12 périls qui menacent 2024, c'est à la une du magazine cette semaine et c'est ce dossier qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour nous expliquer ce grand dossier, j'ai dû faire appel à beaucoup de monde. Le studio est bien plein aujourd'hui. J'accueille Clément Dagnès, Axel Gilden et Cyril Puliette, journalistes au service Monde de l'Express. Bonjour à tous les trois. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Cyril, c'est toi qui as coordonné tous les articles de ce numéro. Dans un instant, on va regarder les cartes qui figurent dans le magazine cette semaine. Mais d'abord, c'est important de poser le contexte. Si l'Express consacre autant de pages à cet atlas des risques, c'est parce que 2024 va être une année très chargée géopolitiquement. Oui, l'année 2024 va être une année avec d'énormes enjeux. L'année 2023, comme on le sait, a vu 2 guerres inquiéter le monde entier. Celle en Ukraine qui s'est poursuivie et celle qui a démarré au Moyen-Orient. Ces 2 guerres vont évidemment continuer cette année. C'est aussi une année d'élections, des élections dans plus de 70 pays, à la fois présidentielles et législatives. 4 milliards d'humains vont être concernés, plus d'1 terrien sur 2. En ce début d'année, 2 élections ont déjà eu lieu au Bangladesh et à Taïwan. En décembre, la super année électorale s'achèvera au Ghana. Il faut noter surtout que 8 des 10 nations les plus peuplées au monde auront une élection. L'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, la Russie, le Mexique, le Brésil et enfin les États-Unis. Oui, les États-Unis, bien sûr, le 8 novembre, on en a parlé ensemble dans un autre épisode consacré à la une de l'Express sur la possibilité du retour de Trump. Donc cette élection de novembre pourrait voir son retour à la Maison-Blanche, après 4 années d'absence. Et la grande question, c'est s'il était élu, que fera-t-il et que fera cet éventuel futur président qui a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, sans d'ailleurs préciser comment il ferait. Et évidemment, pour les Européens, c'est une inquiétude et un risque. Est-ce que l'OTAN continuerait sur des bases aussi solides avec un Donald Trump qui a donné de multiples messages dans le sens d'une pression accrue sur l'OTAN, voire un retrait carrément. Oui, et puisqu'on parle de l'Europe, évidemment, il y a beaucoup d'élections comme chaque année en Europe, mais particulièrement cette année avec plus d'une trentaine, notamment en juin, les 400 millions d'électeurs de l'Union européenne qui vont voter pour le renouvellement du Parlement européen. C'est plus de 700 eurodéputés. Vous en avez déjà parlé dans la loupe, je crois. Je rappelle juste que pour toutes ces élections en Europe, notamment les élections nationales, qui peuvent parfois être des élections régionales importantes comme en Allemagne, le risque, c'est la montée de l'extrême droite et de son influence sur la politique européenne. Vous parlez des cas précis des élections européennes et américaines, mais de manière plus générale, quels sont les enjeux de ces très nombreux votes ? Les enjeux, c'est un petit peu pour les démocraties de voir si elles restent solides sur leur assise face à la désinformation qui est véhiculée déjà maintenant depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Donc on a des campagnes qui sont biaisées finalement. Mais en 2024, le problème va être encore plus aigu que les années précédentes en raison de l'apparition des intelligences artificielles, des IA génératives. Les fausses images, les vidéos et les audios ultra réalistes qui apparaissent maintenant et se multiplient ne permettent plus de savoir si on a affaire à des vraies images ou des fausses images. On l'a vu par exemple au Bangladesh en début d'année, lors des législatives de janvier, des fausses vidéos malveillantes circulaient. Elles faisaient par exemple tenir des propos impopulaires aux candidats de l'opposition. Et pour ce qui est des États-Unis, qui est donc l'élection majeure de 2024, ça sera un véritable crash test. Il s'agira de savoir comment les opinions publiques réagissent face à la désinformation, les campagnes de dénigrement qui vont se déchaîner. L'autre grand défi de l'année 2024, ce sont les menaces qui vont peser sur les démocraties.
On va assister à un certain nombre d'élections dans des pays autocratiques qui sont juste là pour légitimer un pouvoir en place, qui ont juste une apparence démocratique. Cela va se vérifier en Biélorussie, où des législatives vont avoir lieu en février, avec tout le contrôle que l'on connaît sur l'opposition et toutes les pressions qui existent sur la population. Et bien sûr, l'exemple le plus symptomatique sera les élections en Russie à la mi-mars. On sait que Vladimir Poutine sera très certainement élu pour un 5e mandat, avec certainement plus de 80% des suffrages. Tout cela pour démontrer qu'il est encore plus populaire qu'en 2018, où il avait obtenu 77% des voix. Cyril, dans les pages de ses prévisions pour 2024, il y a également un entretien avec le géopolitologue Bruno Tertrais, et il y a une expression qui m'a interpellée, il parle d'une guerre tiède. Alors, pour lui, en effet, on parle souvent beaucoup de nouvelle guerre froide. Pour lui, cette expression n'est pas pertinente complètement, même si deux grandes familles se font face, la famille démocratique dominée par les États-Unis et la famille autocratique, à laquelle appartiennent la Chine, la Russie, l'Iran, par exemple. Il exprime l'idée que ces familles ne sont pas structurées de la même manière. D'un côté, la famille occidentale est avec l'OTAN et l'OCDE relativement structurée, mais celle des régimes autoritaires l'est beaucoup moins, puisqu'elle ne compte pas de système d'alliance militaire rigide. La Russie et la Chine n'ont pas d'alliance militaire, même si elles ont des objectifs stratégiques très proches. Une autre fracture qu'on peut souvent lire dans vos papiers et que vous évoquez régulièrement dans La Loupe, c'est celle entre le Nord et le Sud. Est-ce que cette opposition pourrait s'accentuer en 2024 ? Il est certain que la guerre en Ukraine a accru la frontière entre le Nord et le Sud. On s'est aperçu qu'un certain nombre de pays du Sud n'avaient pas condamné l'invasion de la Russie contre l'Ukraine et n'avaient pas participé au vote des sanctions. Le conflit au Moyen-Orient peut accentuer cette fracture, puisqu'un certain nombre de pays dénoncent une hypocrisie de l'Occident, qui serait prompte à condamner les bombardements de la Russie sur l'Ukraine, mais serait beaucoup plus conciliant avec ceux d'Israël sur la bande de Gaza. Mais comme le note Bruno Tertrais, on peut constater que le pays le plus peuplé du monde, l'Inde, s'est plutôt engagé aux côtés d'Israël. Ce qui montre qu'il n'y a pas une famille du Sud unie qui serait dressée contre l'Occident. On voit aussi que les choix stratégiques d'un pays clé, l'Arabie Saoudite, qui veut maintenir des bonnes relations à la fois avec la Chine et les États-Unis et a amorcé un processus de rapprochement avec Israël, n'ont pas été remises en cause par les attaques du 7 octobre. L'année promet donc beaucoup d'instabilité. Il est désormais temps d'ouvrir nos cartes du monde et de s'intéresser aux risques qui pèsent sur 2024. Et vous allez l'entendre, aucun continent n'est épargné. On ne va pas détailler chacun des 12 périls que vous avez identifiés pour que nos auditeurs puissent aller les découvrir, mais on va se pencher sur les 4 cartes que vous m'avez amenées. Oui, il y en a une pour chacune des zones sur lesquelles on s'est penché. Et les menaces pour 2024, on peut dire qu'elles seront innombrables. Alors, je regarde la première carte, qui est justement celle concernant l'Afrique et le Moyen-Orient. Vous avez mis en avant plusieurs risques. Tu as évoqué l'Iran et la guerre au Proche-Orient. Et il y en a un autre, le Sahel. Oui, précisément, Charlotte. Alors, c'est notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger. 3 juntes, 3 pays où le discours des militaires au pouvoir est très axé sur le retour d'une souveraineté, une souveraineté retrouvée. Alors ça les rend très populaires, notamment auprès des jeunesses urbaines. On l'a bien vu quand la France, notamment, qui avait des troupes sur place, à chaque fois a dû partir. Ces opinions publiques, elles sont séduites par cette forme de dégagisme vis-à-vis des partenaires internationaux, mais aussi, et il faut le souligner, des élites dirigeantes qui étaient installés au pouvoir depuis la vague de démocratisation qui a touché ces pays dans les années 1990. Pourtant, ce tournant militaire ne devrait pas améliorer le sort des populations dans les mois à venir. Et pourquoi ? D'abord parce que ces attaques djihadistes, elles vont se multiplier. Les Français ne sont plus là pour aider les troupes sur place à refluer cette menace. Donc la situation continue de se détériorer avec une montée du nombre de morts civiles. C'est ce que constatent les observateurs. Ces civils, ce sont les premières victimes des violences perpétrées par les djihadistes, mais aussi par les armées nationales qui ont un peu lâché les chevaux depuis que leurs partenaires occidentaux sont moins là, et aussi les mercenaires russes de Wagner. Car il faut le souligner, la Russie va rester un acteur important au Sahel.
dans l'année qui vient, ce qui devrait inquiéter les Occidentaux. La Russie, justement, c'est un des points sur la carte suivante, celle de l'Europe, qui est juste là. Oui, on remonte un peu plus au nord. On a beaucoup parlé de la baisse de l'aide pour l'Ukraine, qu'elle vienne d'Europe ou même des États-Unis. Il y a des discussions en cours au Congrès, mais aussi de cet échec important de la contre-offensive ukrainienne qui était attendue cet été. À l'Est, on voit ces derniers temps, la Russie a même repris l'initiative. C'est elle qui peut engager le plus de force et qui peut reprendre un peu de terrain, même s'il s'agit plutôt de grignotage. En fait, en 2024, on peut s'attendre à ce que les Russes essaient de sortir de cette guerre de position, ce qui sera néanmoins difficile pour eux. On voit, ils sont passés à une économie de guerre avec beaucoup plus d'usines qui tournent, qui fournissent de l'armement. Avec une enveloppe globale de 109 milliards de dollars, les dépenses consacrées à la défense devraient représenter près du tiers du budget de l'État russe en 2024. Et on trouve aussi sur cette carte les élections en Europe et la situation en Azerbaïdjan. Pour la carte suivante, Axel, je me tourne vers toi. À l'Express, tu es spécialiste de l'Amérique, des États-Unis au Chili. On a déjà évoqué le premier point sur la carte, l'élection américaine, et le suivant, juste ici, il est au Venezuela. En effet, au Venezuela, il est précisément question d'un de ces autocrates dont on parlait au début de l'épisode. Le président Nicolás Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez, a annoncé à la veille du Nouvel An une mobilisation de l'armée à la frontière du Guyana, prenant prétexte de l'arrivée annoncée d'un patrouilleur britannique pour un exercice de routine avec 50 soldats, 50 marins à son bord au large de ce pays voisin. Et Maduro a décrété qu'il s'agissait d'une menace sur le Venezuela, ce qui est ridicule. Et en fait, depuis un mois, le président se démène pour créer artificiellement des frictions avec ce pays voisin qui est indépendant depuis 1966 et dont le Venezuela revendique un grand morceau, 2/3 du territoire, depuis le 19e siècle. Mais en réalité, derrière cette manœuvre politique, il s'agit pour Maduro de tenter de mobiliser les Vénézuéliens derrière un projet nationaliste et surtout avec ces chiffres d'impopularité qui sont abyssaux. Et quelles conséquences cette situation pourrait avoir pour les Occidentaux ? Alors en fait, derrière cette création artificielle d'un conflit à la frontière du Venezuela, il s'agit de créer un nouveau foyer de tension. En réalité, c'est quelque chose qui est organisé de conserve, à mon avis, avec les Cubains d'une part et avec les Russes, d'autre part. Et il s'agit de créer, au moment où il y a déjà 2 conflits en Ukraine, au Moyen-Orient, un troisième foyer de tension pour, un peu comme le prônait finalement Che Guevara en 1966, créer des foyers de guérilla, si je puis dire. Et il parlait de créer 1, 2, 3 Vietnam. Et on retrouve un petit peu cette logique qui vise à affaiblir et à perturber et à harceler en quelque sorte l'ennemi occidental. Et il est significatif qu'on retrouve le modus operandi un petit peu russe dans ce conflit qui repose sur une revendication historique frontalière. Et la dernière carte, c'est celle de l'Indo-Pacifique. Vous y évoquez les élections à venir au Pakistan, les tensions entre les 2 Corées, mais aussi Taïwan. Dès ses vœux du 31 décembre 2023, le président chinois Xi Jinping a commencé à mettre la pression sur Taïwan, en martelant une fois de plus que la réunification entre le continent et l'île était une fatalité historique. Donc le ton est donné pour cette année 2024 et on peut s'attendre à des pressions militaires sur l'île très fortes, comme elles l'ont été l'an dernier notamment, et également à des opérations de désinformation de plus en plus sophistiquées et nombreuses. Bon, je dois avouer que tous les exemples que vous venez de citer ne donnent pas des perspectives très réjouissantes pour 2024. Alors, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles ? Oui, notamment en Pologne, puisque cet automne, les ultra-conservateurs du parti Droit et Justice ont perdu le pouvoir au profit d'un gouvernement progressiste, europhile. Tout ceci est une bonne nouvelle pour le fonctionnement des institutions européennes, pour le retour à l'état de droit en Pologne, mais aussi pour le dossier ukrainien. La Pologne, c'est le voisin direct et elle joue un rôle majeur dans l'aide apportée à Kiev. Sur le continent américain, on a vu ressurgir en Argentine la question des Malouines lors de la campagne présidentielle. Alors l'archipel des Malouines, c'est cet archipel britannique qui se trouve au large de l'Argentine, où habitent 3000 personnes, et qui a donné lieu à une guerre en 1982, archipel d'ailleurs britannique depuis 1833. Et donc Javier Milei, le nouveau président ultralibéral, a dit lui aussi qu'il
il revendiquait les Malouines, on aurait pu s'inquiéter d'un regain de tension. Mais en réalité, la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit que pour sa part, il n'envisageait pas de commettre la même erreur que la dictature argentine en 82, en partant en guerre, mais plutôt en négociant avec les Britanniques sur un modèle inspiré de la rétrocession de Hong Kong. Il faudra quand même qu'ils travaillent beaucoup et très fort, car 99% des habitants de cet archipel sont contre et veulent rester britanniques. Alors en Afrique de l'Ouest, un risque de tension a été évité aussi au Libéria. En réalité, la transition de pouvoir s'est faite de manière pacifique, malgré le contexte politique de cette région où les coups d'État militaires se sont multipliés ces dernières années. Et en Asie, on peut aussi évoquer le cas de la Birmanie, où l'opposition militaire à la junte au pouvoir depuis le coup d'État progresse et s'est emparée d'une bonne partie du pays, menaçant clairement la junte. L'Atlas géopolitique des risques et des bonnes nouvelles pour 2024, c'est à lire cette semaine dans l'Express. Merci à tous les trois. Merci. À bientôt, Charlotte. Cyril Pluyette, Clément Dagnès et Axel Gilden du service Monde de l'Express. Leurs articles de ce grand dossier sont également disponibles sur le site l'express.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers auditeurs, je vous rappelle que la souscription est à 1 € les 2 premiers mois en ce moment. Et pour ne rater aucun des décryptages des unes de l'Express, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute de podcast, par exemple Spotify, Castbox ou Amazon Music. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.